La Galerie Gallimard accueille une exposition sur Antoine de Saint-Exupéry, une exposition qu'on a intitulée Du vent, du sable et des étoiles, parce qu'on pensait qu'on pouvait par là bien exprimer ce qu'était l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est-à-dire une œuvre très tournée vers le désert, vers l'extérieur, vers l'aventure. Et puis aussi parce que Du vent, du sable, des étoiles, on ne l'a pas inventé, c'est le titre, un des premiers titres qu'avait choisi Antoine de Saint-Exupéry lui-même pour Terre des Hommes. Puis, il n'a pas retenu ce titre pour l'édition française de Terre des Hommes, mais par contre il l'a retenu pour l'édition américaine de Terre des Hommes qui s'appelle Wind, Sand and Stars, donc du vent, du sable et des étoiles. Et c'est un titre qui dit déjà beaucoup finalement de Saint-Exupéry parce que pour lui, la littérature, l'écriture romanesque ne s'entend que dans l'action, par l'action. C'est-à-dire c'est parce qu'on a des contacts avec les éléments naturels, c'est parce qu'on est lié au monde qu'on se doit d'écrire. L'un justifie l'autre et inversement. C'est inséparable. Donc du vent, du sable et des étoiles. Alors cette exposition est divisée en deux parties, assez simplement. Une première partie qui est consacrée au phénomène du Petit Prince, à ce livre évidemment connu dans le monde entier, traduit dans plus de 360 langues désormais, et qui méritait qu'on s'y arrête un petit peu en raison de ce qu'il représente pour nous tous. Et puis, dans une seconde partie, on a abordé plus les questions de l'œuvre en général, précédant ou au contraire suivant l'écriture du Petit Prince. Alors, Le Petit Prince a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry en 1942-1943, à un moment où il se trouve à New York. Alors pourquoi il est à New York à cette période-là? Parce que tout simplement, il a vécu en tant que militaire, soldat engagé, la campagne de France, il a participé au combat, et l'état de déliquescence du pays, évidemment tout ça a énormément choqué Saint-Exupéry, qui tenait beaucoup, qui a un côté très patriote. Et il a vécu les premiers temps, les premiers mois de l'occupation, bien entendu. Et il a décidé qu'il fallait continuer à s'engager et que sa manière à lui de s'engager, ce ne serait pas de rejoindre De Gaulle à Londres, mais ce serait d'essayer d'agir sur l'opinion américaine, aussi sur les élites politiques et militaires, pour pouvoir obtenir de leur part un engagement dans le conflit pour aller finalement délivrer les grandes démocraties occidentales, européennes, sous le joug de l'occupant allemand et nazi. Voilà. Donc son engagement, ça sera celui-là. Donc il part à New York, avec Jean Renoir d'ailleurs, le cinéaste, et en fin décembre 1940, à la toute fin de l'année, il arrive à New York, à Manhattan en l'occurrence. Là, il est accueilli par la presse américaine, et en fait, il va y séjourner beaucoup plus longtemps que ce qu'il pensait, il va y rester quasiment 2 ans et demi. Alors bien sûr, là, il va agir, il va prendre des positions politiques, il va essayer d'expliquer déjà aux Américains ce qui s'est passé en France. C'est le sujet de son livre Pilote de guerre, qu'il publie là-bas. Et puis il va, sur la suggestion de son éditeur américain, en fait c'est 2 éditeurs associés, Reynal et Hitchcock, éditeurs de Mary Poppins, qui le décident à écrire un conte pour enfants pour Noël 1942. Et ce conte pour enfants, Saint-Exupéry va se décider effectivement à le composer. Tout ça part du fait que ces éditeurs américains ont vu que Saint-Exupéry passait son temps à dessiner des petits personnages en marge de ses manuscrits ou sur les nappes des restaurants, qui lui servaient à exprimer au fond son sentiment du moment, qui est un sentiment assez triste, hein, enfin assez mélancolique. Hein. Saint-Ex est un personnage assez mélancolique, surtout dans cette situation où il se trouvait éloigné des siens, éloigné du terrain des opérations militaires, et il souffrait énormément de la situation dans laquelle il se trouve, à l'écart de la France qu'il considère prise en otage, à juste titre. Alors voilà, cette écriture va être un peu comme une récréation pour lui, parce qu'elle s'accompagne bien sûr de la réalisation de dessins, puisque ce petit personnage, il va vouloir lui inventer une histoire et lui affecter ses traits et ses couleurs définitives. Alors ça, il va s'y attacher à partir de l'été 1942, entre Manhattan et un peu à quelques kilomètres de Manhattan, à Long Island, dans une ville où il va à la fois composer le récit et écrire
et dessiner les illustrations et fixer les traits du Petit Prince. Alors cette exposition a une chance inouïe, c'est qu'elle a la possibilité de présenter une illustration originale du Petit Prince, c'est-à-dire une illustration qui a servi effectivement à la réalisation, à l'impression du livre dans sa première édition, qui est donc une première édition américaine du Vivant d'Antoine de Saint-Exupéry, qui paraît en librairie le 6 avril 1943 à New York, en version française comme en version anglaise, simultanément. Alors le dessin que nous exposons, c'est le fameux dessin où le Petit Prince se contemple sur sa petite planète les couchers de soleil. Il a cette grande chance, cette planète est petite, il suffit qu'il décale un petit peu son siège de quelques centimètres pour assister à nouveau, comme ça, de façon quasiment infinie, au coucher de soleil. Et on a cette illustration, d'ailleurs, elle a une particularité, c'est qu'elle est en couleur dans la version originale que nous en donnons, c'est vraiment l'aquarelle de Saint-Exupéry, alors que dans le livre, elle est reproduite en noir et blanc. Donc c'est la première fois que nous la voyons en couleur, avec ce ciel rouge, bien caractéristique des couchers, enfin ce soleil rouge bien caractéristique du coucher crépusculaire. Voilà. Et elle est authentifiée parce qu'on a gardé un petit élément du passe-partout, ce qui encadre le dessin, que Saint-Exupéry avait fait lui-même avant de partir de New York, et il avait pris le soin d'encadrer ces dessins et de les authentifier en signant sur le passe-partout de sa signature chacun des dessins. Alors il ne faut pas oublier que Le Petit Prince est à la fois un merveilleux conte pour enfants, qui s'adresse aussi aux adultes. Voilà. Les premiers critiques américains ont bien senti cette mixité finalement du public possible pour le Petit Prince. C'est à la fois un livre pour enfants, mais pas complètement. Et il est clair que dans le parti pris de Saint-Exupéry, il y a une dimension très allégorique. C'est-à-dire que Le Petit Prince est à la fois une belle fable triste, bien entendu, mais comme toutes les fables, elle doit exprimer une certaine vérité de l'existence. Elle dit quelque chose de l'existence. Elle dit des manières de vérité première sur ce que c'est que le propre d'être au monde pour un homme, via ce petit personnage et les aventures interstellaires, interplanétaires qui lui arrivent. Et ça, on le perçoit très très bien avec deux documents d'exposition. Premier document, c'est l'édition allemande du Petit Prince, qui, originale dans sa version allemande, une des premières traductions, et l'éditeur allemand a mis une petite bande autour du livre, de la couverture, en disant que c'était le livre préféré de Martin Heidegger. Martin Heidegger, c'est un grand philosophe de l'existence allemand, et Martin Heidegger, donc une très très grande figure intellectuelle, dit « Ce livre est mon livre préféré, c'est mon livre de chevet », ce qui est déjà une surprise, et ce n'est pas un livre pour enfants. C'est un livre qui essaie de mettre au jour et d'expliquer les plus grands mystères de l'existence. Alors évidemment, quand un philosophe comme Martin Heidegger nous dit ça, il faut y porter attention. Et ce qui prouve ça, d'une certaine façon, c'est les autres documents qu'on montre autour du Petit Prince, qui sont une série, on l'a appelée la série Hamilton, je dirais pourquoi, qui sont une série de dessins que Saint-Exupéry réalise en 1942, très probablement, alors qu'il travaille sur Le Petit Prince, et il met en scène un personnage qui n'est pas encore exactement le Petit Prince, qui n'est encore pas très bien fixé dans ses traits. Il ressemble au Petit Prince à certains moments et à d'autres moments non. Et chacun des dessins caractérise ce que Saint-Exupéry appelle un âge de la vie, un âge de l'existence, avec pour chacun de ces âges la vérité de ce moment de la vie. Le moment des premières amours, le moment des débuts dans la vie, le moment des regrets dans la vie. Et sur un de ces dessins, Saint-Exupéry même, il les légende, chacun, et il indique avec un petit trait vers le personnage en disant « c'est moi ». Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que donc, le Petit Prince, comme toute fable, est une allégorie, comme je le disais, elle dit quelque chose de la vie, et que Saint-Exupéry ajoute, attention, ce n'est pas une fable abstraite, ce n'est pas des vérités générales sur l'existence pour philosophes, grosso modo, c'est moi. Ça me concerne. Je l'ai vécu. C'est donc vrai. Ça doit être pris en compte. Voilà. Donc, il n'y a de vérité que vécue, pour Saint-Exupéry, c'est tout le sens de son œuvre. Voilà.
Alors, il faut regarder évidemment ces dessins en détail. C'est des dessins que Saint-Exupéry a offerts. Ils n'étaient pas destinés à la publication. Il les a offerts à une de ses amies très proches, qui vivait à Manhattan, qui s'appelait Sylvia Hamilton, qu'il a connue lorsqu'il était aux États-Unis, pendant ce séjour pendant la guerre. Il y est très fortement à elle. Il lui rend la visite, semble-t-il, tous les jours. Et Sylvia Hamilton en a témoigné d'ailleurs. Elle a assisté à l'écriture du Petit Prince et à d'autres textes d'ailleurs de Saint-Exupéry qui lui lisait. Saint-Exupéry était quelqu'un de très exigeant à l'égard de ses amis. C'est-à-dire à la fois il était très généreux et très exigeant. Donc il pouvait appeler à 3 h du matin. D'ailleurs il appelait généralement à 3 h du matin parce que c'était un animal nocturne. Donc il dormait plutôt le jour et vivait la nuit. Il écrivait la nuit. Et donc beaucoup de ses amis ont témoigné de coups de fil de Saint-Exupéry en pleine nuit en disant voilà il faut que je te lise ce que je viens d'écrire. Alors c'est un peu dur à vivre, hein, et exigeant. Il y a une grande actrice qui s'appelle Annabella Power, la femme de Tyrone Power, qui vivait à Hollywood et qui se souvient très bien d'avoir écouté des morceaux du Petit Prince au moment où Saint-Exupéry les écrivait. Voilà, et donc à Sylvia, il lui a offert cette série de dessins, parce qu'évidemment leur relation était très très forte et qu'il lui a signifié par là à quel point il s'était engagé lui-même dans ce texte, pour dire ce que pour lui était la vérité de la vie. Voilà. Par exemple, on voit un dessin où il montre un petit personnage qui est sur un chemin. Il y a autour de lui 2 prairies, l'une très fleurie, l'autre avec une seule fleur. Le Petit Prince est plutôt du côté de la prairie où elle est très fleurie, côté droit. Et Saint-Exupéry, voilà, là on est sur les premières émotions de la vie. Et effectivement, l'homme a à choisir entre l'ivresse de la multiplicité de l'amour, qui pourrait être aussi la multiplicité de l'amitié, hein. Il faut prendre ça de façon très large, et puis donc toutes les fleurs possibles, et puis sur la gauche une seule fleur. Et par là, il ouvre ce qui est dit dans le Petit Prince, dans le livre définitif, au travers de l'image du jardin des 1000 roses. C'est à la fois très beau qu'il y ait 1000 roses, mais si les 1000 roses se ressemblent, il n'y a aucune rose. Voilà. Il y a donc l'amitié, et évidemment l'amour, plus que tout, ne vaut que par l'unicité, le caractère irréductible de la relation qui se noue entre un être et un autre être. Donc il y a un moment de la vie où il faut choisir entre toutes les roses qui se ressemblent, et en même temps sur la négation de l'amour, et la rose unique, qui pour Saint-Exupéry est la seule vérité de la relation humaine, quand la relation humaine devient unique. Je vous rappelle que pour Saint-Exupéry, il n'y a de noblesse que dans la relation humaine. Pas dans le fait d'avoir, pas dans le fait de maîtriser, pas dans le fait de conquérir, mais le fait de nouer des relations humaines. Parce que le fait de nouer des relations humaines, le fait de passer du singulier au collectif, grandit notre part d'humanité. Voilà. C'est la portée à la fois très existentielle, très vécue de l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est aussi sa portée politique. Parce que ça veut dire qu'il croit en la société. Parce que la société, c'est aussi le moment où on noue des relations humaines avec les autres. Donc la vie en société est une occasion de se rendre plus riche, plus dense. Bon, le Petit Prince, donc, à partir de là, c'est à partir de cette série de dessins qu'on pourrait commenter à l'infini, qui sont donnés à cette amie Sylvia Hamilton, certainement avant de partir pour l'Afrique du Nord. Saint-Exupéry nous dit quelque chose de la signification du Petit Prince pour lui, et de son caractère très très vécu et très sincère. Très très sincère. Et c'est pour ça que ce livre nous touche, à l'évidence. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver, mais pourquoi ce livre c'est quoi le mystère du Petit Prince, en quoi est-il universel? Il y a plein de raisons, on peut évoquer. C'est un récit très épuré, que tout le monde peut recevoir à son niveau, qui concerne à la fois les petits, les grands, qui est un livre de transmission, qui est un livre de vérité, etc. Mais en même temps, c'est simplement un livre sincère, il faut dire les choses, et qui se donne pour ce qu'il est, dans l'immense sincérité et l'immense générosité d'un homme qui a beaucoup vécu, voilà, tout simplement. Voilà pour le Petit Prince. Donc Saint-Exupéry est aux États-Unis de décembre 40 à avril 1943. Entre-temps, les États-Unis sont entrés en guerre, l'effort de guerre est à son plus fort. Les Américains, avec les forces alliées, se préparent à ce qui sera le débarquement, d'abord en Afrique du Nord, et puis bien sûr sur le territoire français, métropolitain. Et donc évidemment, c'est une joie pour Saint-Exupéry qui considère que
qu'il n'y a de solution finalement à la situation présente tragique que dans l'engagement des grandes démocraties. Et il obtient d'aller rejoindre son escadrille de reconnaissance aérienne qui est basée en Afrique du Nord, en Algérie. Donc ça, c'est pour lui une chance extraordinaire parce qu'il se dit, pour lui, c'est la possibilité de reprendre son activité de pilote militaire qu'il a laissée effectivement à la fin de la campagne de France, à la défaite, au moment de la défaite. Donc le voilà se préparant à quitter Manhattan. Il confie le manuscrit du Petit Prince d'ailleurs à Sylvia Hamilton comme cadeau de départ d'une certaine façon. Le manuscrit se trouve aujourd'hui conservé aux États-Unis, d'ailleurs à Manhattan, dans une grande institution de conservation, la Morgan Library. Et le 2 avril 1943, il quitte Manhattan à bord d'un bateau dans le cadre d'un grand convoi de troupes américaines qui partent, je crois c'est plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui partent rejoindre Gibraltar puis Alger. Donc le voilà parti et donc pour rejoindre Alger. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir que le Petit Prince est encore... on sait qu'il a avec lui un exemplaire du Petit Prince. Il a pris le temps de signer, avant son départ, chaque exemplaire de ce qu'on appelle le tirage de tête, c'est-à-dire l'édition de luxe, d'une certaine façon, sur vos papiers du Petit Prince, donc plusieurs centaines d'exemplaires, dans sa version française comme dans sa version anglaise, encore une fois. Et il a un exemplaire de son livre entre les mains, il n'y tient plus que tout. Et on voit à quel point le Petit Prince ne le quitte pas, parce qu'on présente dans l'exposition un petit agenda qui est daté de 1943, mais en réalité, Saint-Exupéry l'utilise en 1944 lorsqu'il est à Alger, et où il note tous ses rendez-vous. C'est très intéressant d'ailleurs à suivre, le détail de ses occupations quotidiennes. Mais on voit qu'à la première page de cet agenda, il a dessiné le Petit Prince. Donc, ce Petit Prince qui a vu le jour aux États-Unis l'accompagne bien entendu. Et on sait également que dans une magnifique correspondance qui est reproduite d'ailleurs dans le volume de la collection Quarto sur ses œuvres littéraires, qui s'appelle Les Lettres à l'inconnu, qu'on a découverte il n'y a pas très longtemps. Dans ces Lettres à l'inconnu, c'est-à-dire des lettres de Saint-Exupéry, une femme qu'il a rencontrée en Afrique du Nord en 1943-1944, on voit que certaines des lettres, elles ne sont plus, qu'il envoie à cette dame, ne sont plus signées Antoine de Saint-Exupéry, mais elles sont signées par le Petit Prince. À la place de sa signature, c'est le petit visage très fin du Petit Prince avec l'écharpe qui apparaît. Donc il y a une identification très forte de l'auteur à son personnage, mais on ne s'en étonnera pas en réalité. Donc il quitte Manhattan avec ce livre en main. Et voilà, on saura par quelques rares témoignages qu'il fera lire ce livre aux personnes qu'il va rencontrer là-bas, notamment une femme de diplomate qui s'appelle Yvonne de Rose, qui sera certainement, c'était une découverte très récente, la première personne hors des États-Unis à avoir lu Le Petit Prince. C'est quand même une drôle de coïncidence, parce qu'elle s'appelle Yvonne de Rose, ça ne s'invente pas, mais c'est bien une Yvonne de Rose qui est certainement la première lectrice hors des États-Unis du Petit Prince, au mois d'avril 1943. Alors, dans cette partie de l'exposition consacrée au Petit Prince, on a tenu également à présenter une pièce évidemment exceptionnelle, qui est cette fameuse gourmette qui a été retrouvée par un pêcheur au large de Marseille il y a quelques années, qui évidemment en soi un témoignage extraordinairement émouvant, parce que c'est à travers cette gourmette que finalement le fil a été tracé avec la découverte de l'avion et la compréhension au fond de ce qui s'est passé lors de cette terrible journée du 31 juillet 1944 où Saint-Exupéry, selon toute probabilité, toute vraisemblance, s'est fait descendre, c'est le terme, par un chasseur allemand, au large de Marseille. D'où cette gourmette et d'où l'avion retrouvé sous l'eau. Et cette gourmette, au-delà de l'émotion qui émane d'elle, elle est liée à l'histoire du Petit Prince. Pourquoi ? Parce que sur elle, sur ce bijou, a été indiqué, bien sûr, le nom d'Antoine de Saint-Exupéry,
le prénom de son épouse, Consuelo, qu'il avait retrouvé aux États-Unis pendant la guerre, et surtout, non pas surtout, mais et également le nom de ses éditeurs américains, et Reynal et Hitchcock, et leur adresse à New York. Et ça montre bien que... Alors pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi mettre le nom de son éditeur, c'est quand même assez curieux, sur un bijou que Saint-Exupéry portait lorsqu'il a disparu de fait, puisqu'on l'a retrouvé en mer. En fait, c'est assez simple. D'une part, la raison est que ce bijou a été offert par l'éditeur du Petit Prince à Antoine de Saint-Exupéry. Voilà. Et que, au fond, la seule adresse à peu près stable de Saint-Exupéry à ce moment-là, vu que là il part un peu à l'aventure de nouveau, eh bien c'est l'adresse de son éditeur américain, tout simplement. Donc, en cas de problème, en cas de disparition, en cas de... Voilà, bah, au moins, on saura qui avertir, et la première personne à avertir, dans cette indécision qui est liée aux circonstances de l'histoire, eh bien c'est son éditeur américain, donc l'éditeur du Petit Prince. Voilà pourquoi on trouve cette adresse-là sur cette gourmette, voilà, si émouvante.